Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président de l'Office de consultation publique de Montréal, M. Philippe Bourque. Merci. Merci. Non, quand même. Donc, merci d'être là ce soir. Effectivement, on s'est excusé tantôt pour la température. On est désolé. On n'est pas responsable de ce qu'il fait dehors, mais on aurait aimé ça pour pouvoir s'occuper de ce qu'il fait en dedans. Écoutez, on est très, très heureux que vous soyez parmi nous ce soir ici. J'en profite pour saluer les gens qui nous regardent soit en direct ou en différé. Donc, on souhaite que l'activité de ce soir puisse être réécoutée là, par le plus grand nombre de participants, puisqu'on va donner de l'information qui va être utile pour bien comprendre à la fois l'objet de la consultation, mais aussi la démarche que la commission va employer et que vous puissiez connaître tous les moyens à votre disposition pour bien participer. Donc oui, je me présente, Philippe Bourque, président de l'Office. Depuis janvier, j'étais président par intérim, mais depuis hier, j'ai été nommé officiellement par le conseil municipal, donc pour un mandat de 4 ans. Très heureux donc d'être avec vous ce soir. Comme plusieurs d'entre vous l'avez entendu, malheureusement, je dirais, dans la foulée de la crise que l'Office CPM a vécue au cours des derniers mois, plusieurs ont remis en question la pertinence d'une institution comme l'Office de consultation publique de Montréal. Donc, je profite de toutes les tribunes qui me sont données depuis, puis je vais utiliser celle de ce soir pour rappeler à quel point c'est utile et pertinent une organisation comme l'OCPM. D'abord parce que ça permet aux citoyens et aux citoyennes d'être bien informés sur les projets qui sont susceptibles de toucher leur milieu de vie. Un bon ami à moi me disait tout le temps, quand les citoyens, quand les gens ont la bonne information, ils prennent les bonnes décisions. Donc pour ça, ça prend toujours un espace pour s'assurer qu'on puisse offrir à tous le maximum d'informations pour qu'après ça, les gens puissent l'assimiler puis prendre les décisions qui s'imposent avec ça. Évidemment, on n'offre pas juste l'information, on offre un contexte, un cadre pour permettre aux gens de poser des questions, de s'exprimer, de faire des recommandations, de proposer des bonifications pour les projets. Donc, de jouer un rôle actif en tant que citoyen, de contribuer à l'essor de leur milieu de vie. Troisième bonne raison, il offre évidemment aux élus un regard critique sur, je dirais un regard critique, mais aussi indépendant. Hein, c'est important, cette espèce de caisse de résonance qui permet de comprendre les attentes de la population qui sont particulièrement touchées par leurs décisions, qui vont l'être, et ça leur permet, eux aussi, de prendre des meilleures décisions. Puis dernièrement, la quatrième raison que j'aime mentionner, c'est que les promoteurs, les initiateurs de projets, eux aussi en bénéficient. Parce que comme ça, ils sont capables de concevoir puis de réaliser des projets qui sont plus en phase avec ce que les gens veulent. Donc, tous d'excellentes raisons pour le CPM d'exister. Puis j'ajouterais à ça des raisons plus générales, contextuelles. Vous conviendrez quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, à quel point plusieurs systèmes démocratiques sont malmenés, avec la montée aussi des extrêmes, la polarisation de plus en plus grande. On n'a pas besoin de moins d'OCPM, on a besoin de plus d'OCPM. On a besoin de ces espaces de dialogue où on est capable de se parler entre nous, d'échanger, d'apprendre et de construire des choses en commun. Le mandat qui débute aujourd'hui, pour moi, est particulièrement important, particulièrement stratégique, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir un sujet comme un plan d'urbanisme qui nous permet d'avoir une vision d'avenir, de se projeter, puis de rêver, puis d'imaginer comment on devrait concevoir notre cadre de vie pour plusieurs années. C'est très rare des moments comme ça. Beaucoup le réclament, toutes sortes de... On l'entend régulièrement, des gens qui voudraient qu'on ait des grandes discussions sur les grands enjeux de société pour qu'on puisse se gouverner de la meilleure des façons possibles. Puis malheureusement, on n'a pas souvent ces espaces-là. Là, on a la chance de l'avoir avec le PUM. Donc, pour moi, c'est une superbe occasion.
C'est aussi important, évidemment, pour le CPM en particulier, parce que c'est la suite logique d'une autre importante démarche de consultation qu'on a menée, Réflexion 2050 en 2022. Et donc, il y a une continuité dans ça. Et c'est important, on veut comprendre la manière dont les gens ont questionné aussi le suivi qui est fait des recommandations. Je vous invite par ailleurs à aller voir dans la documentation sur notre site. Il y a un document qui s'intitule « Suivi des recommandations de l'OCPM sur le projet de ville vers un plan d'urbanisme et de mobilité ». Je remercie la Ville d'avoir produit ce document-là. C'est très important. Vous allez pouvoir voir chacune des recommandations du rapport 2050, comment il a été pris en compte dans le projet de PUM. Donc, bref, c'est un outil très intéressant. Puis on est très content que la Ville fasse cet effort-là de montrer à quel point la contribution des citoyens est prise en compte. Donc, je le disais, dossier important, et parce que c'est important, on a voulu réaliser cette soirée. On sait qu'on arrive avec ce mandat-là, on nous a confirmé officiellement hier au conseil municipal, mais c'est à quelques jours des vacances estivales. Ce n'est pas un bon moment pour tenir des séances publiques. Vous en conviendrez, puis ça serait, on se ferait probablement accuser de ne pas respecter les règles de l'art en participation publique que de réaliser des activités, des séances publiques d'information et de mémoire durant l'été. Mais on tenait à dire, bien, profitons de l'occasion pour faire une forme de lancement, pour donner l'occasion de mettre au jeu tout de suite, minimalement, de quoi on va parler, c'est quoi l'objet principal de la consultation, et aussi l'occasion pour la commission d'expliquer sa démarche. Comment vous allez pouvoir participer, à quel moment, dans quel forum, sur quelle base. Donc ça, c'est important pour nous de le mentionner le plus vite possible pour faire en sorte qu'on puisse créer les meilleures conditions pour que la participation puisse se faire. D'ailleurs, vous allez voir, la commission va en parler tantôt. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour s'assurer qu'on ait une démarche qui soit la plus large, qui favorise la plus grande diversité dans la participation. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais laisser maintenant la parole à la présidente de la commission, Mme Francine Simard, qui va justement vous parler des détails de la procédure de consultation, de la démarche, mais aussi du déroulement de la soirée. Merci. Merci Philippe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée de lancement du projet de plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Merci de l'intérêt que vous portez à cette consultation. Comme Philippe vous l'a dit, je m'appelle Francine Simard et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Le président de l'Office, que vous venez d'entendre, m'a confié la présidence de cette consultation. Je suis accompagnée par les commissaires Lise Gagné. Bonsoir. Et Christian Giguère. Bonsoir. Les analystes Soraya Boussetta et Marc-André Lapointe complètent la commission. Alors, cette soirée se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais lors de la période de questions qui suivra pourront le faire. Today's session will be conducted in French. However, those who would like to ask a question in English during the question session will be welcome to do so. Je souligne que les consultations de l'OCPM sont désormais toutes en formule hybride. Chaque étape se déroule en ligne et en salle pour favoriser la participation du plus grand nombre. Sachez aussi que tout citoyen de la Ville de Montréal peut participer à une consultation afin de se renseigner sur les projets susceptibles de modifier son cadre de vie. Tous ont le droit de faire valoir leur opinion afin d'éclairer et d'influencer les décisions des élus. Maintenant, passons à l'objet de la présentation de ce soir. J'ai l'impression que le micro ne fonctionne plus. Le conseil municipal a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir une consultation sur le projet de plan d'urbanisme et de mobilité 2050, également appelé le PUM. Dans quelques minutes, les personnes représentant le service de l'urbanisme et de la mobilité vous en présenteront les grandes lignes. Nous disposerons ensuite d'une période où vous serez invités à poser quelques questions de clarification en lien avec la présentation du projet ou avec la démarche de consultation. Comme l'a souligné M. Bourque, la Commission propose une démarche de consultation
qui cherche à favoriser une participation large et diversifiée. Vous pourrez consulter la documentation en tout temps sur le site de l'OCPM en sélectionnant la consultation sur le projet du plan d'urbanisme et de mobilité. À partir de demain et durant tout l'été, les personnes et les groupes intéressés pourront partager leurs opinions sur le projet du PUM. Vous pouvez d'ores et déjà répondre au questionnaire Milieu de vie sur notre site. En collaboration avec nos partenaires, au cours des prochaines semaines, nous allons tenir des activités de consultation auprès d'enfants et des ateliers de discussion avec des adolescents et de jeunes adultes. Notre équipe d'intercepteurs ira à la rencontre de la population dans les 19 arrondissements avec un questionnaire. Nous allons réaliser des groupes de discussion avec des professionnels de différents milieux et des personnes vivant des enjeux spécifiques telles que des personnes malentendantes, malvoyantes, ainsi que des personnes aînées. Le 29 août, nous vous convions à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour un forum citoyen. Vous pourrez y écouter des panels d'experts et vous exprimer dans le cadre d'ateliers de discussion. Le jeudi 5 septembre, l'été sera déjà terminé, nous serons de retour avec une deuxième séance de questions-réponses. Vous aurez donc eu tout l'été pour prendre connaissance du projet de PUM et préparer vos questions plus spécifiques. Les personnes représentant le service de l'urbanisme et de la mobilité de la ville présenteront une nouvelle fois le projet de PUM. Enfin, ceux qui souhaitent présenter leur opinion en personne devant les commissaires devront s'inscrire au plus tard le 20 septembre. La séance où les commissaires entendront les opinions en salle ou sur Zoom débuteront le 24 septembre. Naturellement, vous pourrez également nous faire parvenir un mémoire ou une question écrite. La commission procédera ensuite à l'analyse des opinions qui auront été soumises, rédigera un rapport et formulera des recommandations. Le président de l'OCPM soumettra le rapport à la mairesse de la Ville de Montréal, rapport qui sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Comme vous le savez, l'OCPM est une entité impartiale et indépendante. Les consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision particulière. Les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Ils n'ont aucun intérêt dans le projet soumis à la consultation et ils s'engagent à respecter un code de déontologie dont vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet de l'Office. Juste avant de céder la parole à Mme Caroline Lépine, qui est chef de division planification urbaine au service de l'urbanisme et de la mobilité, et qui vous présentera le projet de plan d'urbanisme et de mobilité 2050. J'ajoute que Mme Lépine est accompagnée de Mme Lucie Carreau. Bonsoir. Qui est directrice de service urbanisme et mobilité, de M. Louis-Henri Bourque. Bonsoir. Qui est directeur planification et mise en valeur du territoire, et d'autres collègues du service de l'urbanisme et de la mobilité sont aussi dans la salle. Madame Lépine, nous vous écoutons maintenant. Merci. Bonsoir à tous. Donc, dans un premier temps, voici le plan de présentation. Le sujet sera divisé en 3 grandes parties. Dans un premier temps, la démarche d'élaboration. On jugeait nécessaire de refaire un petit compte-rendu de ce qui a été réalisé dans les dernières années. Par la suite, l'objectif est de vous présenter des clés de lecture. Donc, comment aborder le plan d'urbanisme et de mobilité. C'est un document qui est volumineux. C'est important de l'apprivoiser et de vous donner quelques clés pour être en mesure de faire une lecture qui vous sera la plus pertinente possible dans l'objectif de vous présenter en septembre avec vos questions. Lors de ces clés de lecture, nous aborderons qu'est-ce qu'est le plan d'urbanisme et de mobilité, quelle est la vision de Montréal 2050, comment est organisé le document, comment est traité également un sujet à l'intérieur du document. Et nous allons conclure avec un bref regard sur les apports de la révision.
Si l'on saute directement dans le sujet, donc au niveau de la démarche d'élaboration, rappelons que c'est une démarche qui a débuté en 2020 avec des exercices de co-création qui ensuite s'est poursuivi avec la parution du projet de ville en juin 2021. En 2022, la consultation s'est tenue sur le projet de ville par l'Office de consultation publique et a paru en mai 2023 le rapport de la consultation. Cette consultation, comme l'a mentionné le président, donc, a été une consultation majeure, c'est-à-dire des milliers de personnes qui ont eu la chance de se prononcer, donc tant au niveau des contributions citoyennes que des activités en salle ainsi que des activités en ligne. Tout comme l'a mentionné le président, vous avez accès à un document sur le site de la commission où vous pouvez prendre connaissance des recommandations, mais également des suivis de comment le plan d'urbanisme et de mobilité répond aux recommandations de la commission. On se retrouve aujourd'hui en 2024, donc depuis le dépôt du rapport de la commission. Bien sûr, l'équipe du service de l'urbanisme et de la mobilité a pris en compte l'ensemble de ces recommandations pour élaborer le projet de plan d'urbanisme et de mobilité qui vous est soumis depuis hier. L'objectif est donc, bien sûr, de poursuivre la procédure de consultation publique et par la suite de soumettre avec des bonifications à la suite des recommandations un plan d'urbanisme et de mobilité bonifié de manière à le soumettre au conseil municipal. Si on tombe maintenant dans les clés de lecture, le premier objet que nous tentons d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un plan d'urbanisme et de mobilité. On est habitué avec le plan d'urbanisme, il faut comprendre la progression vers le plan d'urbanisme et de mobilité. Dans un premier temps, l'objectif est de vous présenter une courte vidéo d'environ 1 minute 30 qui permet de jeter les bases d'un plan d'urbanisme. C'est à nous de décider dans quelle ville on veut vivre demain. Non, mais c'est vrai. À quoi va ressembler Montréal dans le futur? On entend chaque jour plein de bonnes idées, des pistes d'amélioration, des façons de mieux vivre ensemble. Ça s'en va où, ces idées-là? Qui les recueille et les applique? Moi, je vis à Montréal et je voulais comprendre comment s'organise concrètement le développement de ma ville. Alors, je me suis informée. Le document qui établit les grandes visées à long terme et les actions à faire aujourd'hui, c'est le plan d'urbanisme et de mobilité. Les habitués l'appellent le PUM. Les habitués, ce sont les nombreux intervenants qui l'utilisent comme cadre de référence pour faire évoluer nos milieux de vie. Il tient compte de nos besoins en habitation, transport, santé et sécurité, culture, sport et loisirs. Pour actualiser son plan, la Ville de Montréal fait appel à la population, à nous. Ça veut dire qu'on a l'occasion d'avoir un impact sur l'amélioration de nos quartiers. Dans 30 ans, on prévoit plus de bâtiments éco-énergétiques, plus d'agriculture urbaine, des rues vertes reliées au parc, des transports collectifs performants et confortables sur l'ensemble du territoire, bref, l'aménagement de l'espace qui va nous permettre de nous épanouir dans nos communautés. Le plan d'urbanisme et de mobilité sert à ça, faire progresser Montréal. Parce que oui, c'est à nous de décider dans quelle ville on veut vivre demain. La Ville de Montréal a un plan pour ça. Merci. Donc, si on poursuit sur cette lancée, qu'est-ce qu'un plan d'urbanisme et de mobilité? Donc, c'est un document de planification qui présente une vision d'ensemble de l'aménagement de son territoire. L'exemple que vous avez à droite de l'écran, c'est notamment en présentant une vision à l'aube de 2050 d'un réseau de transport collectif ou de réseau actif. C'est également un document qui établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique d'une municipalité, notamment en identifiant les affectations du sol, c'est-à-dire les usages qui pourront être faits, qui pourront être établis sur le territoire. C'est également un document qui fait connaître les intentions à la base de la réglementation d'urbanisme, par exemple via le document complémentaire qui est une particularité de la Ville de Montréal. C'est-à-dire que les arrondissements devront intégrer des mesures réglementaires à leur réglementation d'urbanisme sur la base du contenu du document complémentaire.
Le plan d'urbanisme est également un outil légal. Donc, c'est un règlement qui est prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qui est également encadré par la Charte de la Ville de Montréal. Si on regarde à droite, donc, il n'y a pas une seule échelle sur laquelle on agit en urbanisme et ça peut devenir confondant. L'objectif est donc de regarder un peu ces acteurs avec vous ce soir. Dans un premier temps, vous avez le gouvernement du Québec qui établit les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Vous avez par la suite comme autre acteur la Communauté métropolitaine de Montréal et l'Autorité régionale des transports métropolitains qui ont des plans stratégiques pour développer le territoire de leur métropolitain. À un autre niveau, au niveau de l'agglomération de Montréal, nous avons le schéma d'aménagement et de développement, ainsi que la Société de transport de Montréal qui adopte également un plan stratégique organisationnel. Le plan d'urbanisme tombe à la prochaine échelle, donc c'est-à-dire au niveau du conseil municipal de la Ville de Montréal, où on retrouve bien sûr le plan d'urbanisme et de mobilité, mais également d'autres règlements d'urbanisme qui découlent toujours de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tels que le règlement de construction, le règlement d'entretien ou le règlement sur le logement abordable, social et familial, pour n'en nommer que quelques-uns. À une étape suivante, vous avez également les arrondissements. Donc, les arrondissements, les conseils d'arrondissement et le conseil municipal ont des compétences partagées au niveau de la réglementation d'urbanisme. Les arrondissements sont responsables de différents règlements, notamment le règlement de zonage, les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les plans sur les projets particuliers également. Donc, lorsque j'ai mentionné un peu plus tôt les documents complémentaires, donc ce sont les règlements des arrondissements qui devront être modifiés en concordance avec le document complémentaire du plan d'urbanisme et de mobilité. Finalement, les porteurs de dossiers, les porteurs de projets, les usagers, les usagères et les organisations prestataires sont également des porteurs pour réaliser la vision et pour réaliser le plan d'urbanisme et de mobilité. Parmi les organisations prestataires de services, je peux notamment mentionner l'Agence de mobilité durable avec les pôles de mobilité ou les questions liées au stationnement. Vous avez à droite l'image des poupées russes qu'on utilise souvent en urbanisme pour illustrer comment chacun de ces documents sont interreliés. Le plan d'urbanisme et de mobilité, c'est également dans le contexte de mettre une planification intégrée urbanisme et mobilité. C'est une manière de rapprocher les différents services et les activités sur le territoire. C'est aussi d'utiliser autrement les rues et les autres types d'espaces publics, notamment pour en faire des lieux de socialisation ou la gestion de l'eau. C'est également un outil intégré pour augmenter les déplacements qui sont faits à pied, à vélo et en transport collectif. C'est également un outil pour réaliser la transition écologique équitable et faire de Montréal une ville carboneutre 2050. On voit ici à droite quelques images d'intervention qui permettent de contribuer à cette vision de carboneutralité. Mais il est également important de se doter tous d'une même définition de ce qu'est la carboneutralité. Dans le cadre du plan d'urbanisme et de mobilité, on mise sur la définition qui est prévue au plan climat de la Ville de Montréal. C'est-à-dire que la carboneutralité vise le point nul des émissions de gaz à effet de serre en combinant tant les actions de réduction des gaz à effet de serre, mais également des mesures de compensation des gaz à effet de serre. Tout ça nous permet d'atteindre la carboneutralité. On passe maintenant dans une prochaine section de la présentation qui est la vision de Montréal 2050. En 2050, Montréal souhaite faire de sa ville une ville verte, juste et résiliente, c'est-à-dire une ville verte en réaménageant, par exemple, la voirie, travaillant sur les transports collectifs, travaillant sur le patrimoine et sur la gestion de l'eau également. Vous avez ici quelques exemples de comment on peut accélérer les bonnes pratiques qui sont déjà mises en place par la Ville de Montréal. Donc, c'est-à-dire comment on souhaite replacer l'humain et la nature au cœur de la ville. Donc, sur les éléments, notamment que j'ai mentionnés un peu plus tôt, vous avez des projets de transformation de la voirie, de bonification de notre patrimoine, de mise en valeur de notre patrimoine, de gestion de l'eau, des eaux pluviales, ainsi que de transport collectif. Le souhait ce soir, notamment dans le cadre du lancement, c'est de vous aider à bien comprendre l'organisation du projet de plan d'urbanisme et de mobilité. La prochaine partie vise donc à décortiquer le document avec vous.
La structure du plan d'urbanisme et de mobilité est divisée en 3 grandes parties. Le plan d'urbanisme actuel a également 3 grandes parties. C'est important de sortir de cette vision. Elles ont une structure légèrement différente. C'est-à-dire qu'il y a toujours une introduction, mais la partie 1 réfère au cadre de référence. On y retrouve le chapitre 1 au niveau de la vision, ainsi que le chapitre 2 sur la stratégie montréalaise qui inclut les orientations. Nous allons reprendre dans les prochaines diapositives chacun des encadrés mauves que vous voyez, chacun des chapitres que vous avez à l'écran. La deuxième partie est le cadre sectoriel, c'est-à-dire les territoires pour lesquels il peut y avoir des besoins de planification plus détaillés. On y retrouve notamment au chapitre 3 les territoires emblématiques, ainsi qu'au chapitre 4 les secteurs d'opportunité qui regroupent notamment les plans particuliers d'urbanisme, mais pas seulement. La troisième partie est le cadre d'action qui regroupe 4 chapitres, c'est-à-dire les affectations du sol, le document complémentaire et la mise en œuvre du plan d'urbanisme et de mobilité. Ce sont davantage les outils d'action, d'où le titre, le cadre d'action. Finalement, le plan d'urbanisme comporte un glossaire et plusieurs annexes. On utilise plusieurs thématiques au niveau du plan d'urbanisme et de mobilité. C'est important de bien comprendre la structure. Donc, un peu plus tard, nous allons vous présenter différents mots, donc notamment les principes directeurs, desquels découlent notamment des orientations. Chacune des orientations est divisée également en objectifs, desquels vont découler des cibles et des mesures. Vous avez également, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le document complémentaire qui inclut des dispositions qui, elles, se rapportent à des mesures, pas seulement, mais principalement, elles visent à permettre la réalisation, l'atteinte des objectifs de chacune des orientations. Vous avez également plusieurs éléments visuels, de support visuel qui sont intégrés à l'intérieur du plan d'urbanisme et de mobilité. Dans un premier temps, des cartes qui vous aident à spécialiser les approches qui sont proposées. Vous avez également des schémas explicatifs qui permettent également de résumer certaines propositions et des illustrations techniques également qui vous permettent de bien comprendre la vision qui est proposée à travers le contenu du plan. Si on passe maintenant chacun des chapitres. Donc, au niveau de l'introduction, dans un premier temps, l'introduction vise à reconnaître et à valoriser les caractéristiques distinctives de Montréal. Quelles sont ces caractéristiques? Ce sont notamment les quartiers vivants, la diversité de la population, la solidarité, l'inclusivité qu'on retrouve à l'intérieur de la ville, mais également son histoire, sa culture, son design et le fait qu'elle est connectée sur le monde. Donc, la plaque tournante montréalaise en termes de mobilité est importante. C'est également dans cet objectif qu'on vient présenter des principes directeurs qui guident l'ensemble des interventions sur le territoire. 3 principes sont proposés, la transition écologique et la biodiversité, c'est-à-dire comment on souhaite modifier nos façons de nous déplacer, d'adapter nos espaces pour répondre aux aléas climatiques. C'est également comment on souhaite réduire notamment la pollution. Vous avez ensuite le deuxième principe, et je tiens à le mentionner, ils ne sont pas nécessairement en ordre de priorité, ce sont 3 principes qui doivent être vus d'une manière interreliée. La santé urbaine et la sécurité. Donc, comment on souhaite, à travers les interventions sur le territoire, accroître le bien-être et la sécurité de la population, en modifiant notamment les modes de déplacement et pour développer des saines habitudes de vie. Finalement, le troisième principe qui est l'équité sociale et territoriale, c'est comment on souhaite réduire les vulnérabilités, notamment en ayant une distribution des ressources urbaines équitable. Le chapitre 1 qui concerne la vision. L'objectif est de présenter une vision forte et audacieuse pour l'avenir de Montréal, toujours dans une vision 2050. Elle résume également la manière dont on souhaite répondre aux grands enjeux contemporains auxquels nous sommes confrontés. Le chapitre 2 regroupe l'ensemble des orientations et des objectifs applicables à l'ensemble du territoire. Ceux-ci se traduisent, comme on l'a présenté un peu plus tôt, également en cibles et en mesures. Le projet de plan d'urbanisme et de mobilité regroupe 10 orientations qui ont des thématiques différentes, mais qui sont également interreliées entre elles. C'est également une façon d'aborder transversalement les composantes de l'urbanisme et de la mobilité,
c'est-à-dire que toutes les orientations permettent d'aborder les deux aspects. Le rôle du chapitre 3, donc, qui concerne les territoires emblématiques, est de préciser les orientations et les objectifs pour les territoires emblématiques qui sont à valoriser. Il y a 4 territoires emblématiques au sein du projet de plan d'urbanisme et de mobilité. Dans un premier temps, l'archipel, donc l'ensemble des îles qui constituent le territoire, le Vieux-Montréal, le centre-ville de Montréal, ainsi que le Mont-Royal. Pour chacun de ces secteurs, on y retrouve notamment les besoins, le contexte particulier. On y retrouve également des solutions. L'objectif est de pouvoir venir identifier des solutions distinctives, d'où la différenciation avec les 10 orientations. C'est également l'occasion de pouvoir permettre un encadrement réglementaire plus précis pour ces territoires qui peuvent nécessiter des spécifications. Au niveau du chapitre 4 qui concerne les secteurs d'opportunité, l'objectif est d'identifier les secteurs qui nécessitent une planification particulière. Ceci peut se retrouver notamment à travers les plans particuliers d'urbanisme, c'est-à-dire que les plans particuliers d'urbanisme qui sont reconduits, donc au nombre de 15, sont reconduits et sont identifiés à l'intérieur du chapitre 4. On peut notamment penser au plan particulier d'urbanisme de la Chine Est. Vous allez également retrouver des territoires, des secteurs qui sont planifiés, mais pour lesquels on souhaite notamment se doter d'objectifs précis. On peut notamment souligner le secteur Bennett-les-Tourneux dans l'arrondissement Mercier-Chagall-Maisonneuve, qui a fait l'objet d'une planification dans les dernières années et pour lequel on souhaite identifier des objectifs spécifiques, mais pour lesquels la réglementation a déjà fait l'objet d'une bonification au cours des dernières années. Finalement, vous allez également y retrouver des secteurs à planifier, notamment le secteur Newman dans le secteur de La Salle, qui est visé pour une transformation importante. Au total, c'est 96 secteurs d'opportunités qui sont identifiés et qui feront l'objet d'une priorisation au cours des prochaines années. C'est également l'objectif, bien sûr, de prioriser les parties de territoire qui doivent faire l'objet d'une consolidation, donc dans le contexte où on développe un contexte et une vision du réseau de transport collectif, notamment. Vous avez au centre une fiche qui est identifiée pour chacun des territoires, donc les 96 secteurs d'opportunité ont une fiche descriptive, un contexte, des objectifs spécifiques et pourraient notamment, lorsqu'ils sont planifiés, intégrer des mesures telles que des précisions au niveau de l'affectation du sol, des paramètres de densité et autres mesures réglementaires. Si on passe maintenant au chapitre 5 qui concerne les affectations du sol, donc l'objectif de ce chapitre est de présenter les catégories d'affectation du sol qui permettent l'organisation stratégique du territoire. Pour un rappel, les affectations du sol identifient des composantes qui peuvent être transformées par la suite en usage et l'objectif est d'assurer la compatibilité de ces usages. Le rôle du chapitre 6, c'est le document complémentaire. Donc, on l'a mentionné quelques fois un peu plus tôt. L'objectif du document complémentaire est de traduire les orientations du plan d'urbanisme et de mobilité en règles et en critères qui devront être intégrés à la réglementation d'urbanisme des arrondissements une fois le plan d'urbanisme adopté et entré en vigueur. Le chapitre 7 concerne la mise en œuvre. Donc, il liste notamment les mesures à mettre en place pour permettre de réaliser la vision 2050. C'est certain que la vision 2050 implique des transformations majeures qui ne pourront être réalisées à l'intérieur d'une démarche de 5 ans. L'objectif est donc de se doter également d'un cycle de révision, d'un mécanisme de suivi de reddition de compte du plan d'urbanisme et de mobilité. C'est-à-dire qu'à travers les mesures, la Ville se dotera également d'un plan d'action pour une échéance de 5 années et qui, suite à cette échéance de 5 années, réalisera une reddition de compte et un bilan pour voir est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on a bien réalisé les mesures qui sont identifiées, est-ce qu'on a besoin de revoir certains éléments du plan d'urbanisme et de mobilité pour atteindre la vision 2050. À l'intérieur des autres outils qui sont identifiés au chapitre 7, on va retrouver, bien sûr, comme je l'ai mentionné,
les références au plan d'action, mais également à la contribution des conseils d'arrondissement qui seront appelés à adopter des plans locaux d'urbanisme et de mobilité de manière à contribuer à la réalisation de la vision à travers chacune des orientations. Comme mentionné un peu plus tôt, le plan est également se conclut avec plusieurs annexes. Donc, vous avez ici le détail des 6 annexes. La première annexe concerne les cibles dont se dote la Ville de Montréal pour pouvoir visualiser son avancement. L'annexe numéro 2 concerne les cartes complémentaires. Donc, ce sont des éléments complémentaires, je m'excuse, j'utilise le même terme, mais ce sont des cartes qui permettent de mieux comprendre le contenu du chapitre 2. L'annexe 3, c'est la liste des immeubles patrimoniaux, donc qui permet notamment là, de bien comprendre les intentions au niveau de la stratégie montréalaise et des orientations qui concernent ces immeubles, mais également pour ce qui est du document complémentaire qui vise également ces bâtiments. L'annexe 4 concerne les fiches de corridors visuels, donc au niveau de la gestion de ces corridors et de la mise en valeur de nos paysages. L'annexe 5 inclut chacun des plans particuliers d'urbanisme, anciennement connus sous le thème « Programme particulier d'urbanisme ». Donc, il y a 15 PPU qui sont reconduits. Donc, le texte de chacun de ces PPU se retrouveront en annexe 5. Et finalement, en annexe 6, vous allez retrouver des agrandissements de cartes par arrondissement de manière à faciliter la lecture des cartes de l'ensemble du chapitre 2 qui identifie les orientations. L'objectif de la soirée, c'est de vous aider à bien comprendre comment le plan d'urbanisme est structuré. Ça peut devenir un peu, ça a été très rapide de passer chapitre par chapitre. L'objectif est de prendre un exemple avec vous ce soir pour bien comprendre comment vous pouvez orienter votre lecture. Donc, vous avez ici chacun des chapitres qui vous ont été présentés au cours des dernières minutes. On va prendre un cas, une thématique du plan d'urbanisme et nous allons regarder comment elle se traduit à l'intérieur de chacun de ces chapitres. Donc, l'exemple que nous avons retenu pour la présentation de ce soir, c'est l'approche d'intensification urbaine. C'est important de savoir que l'approche d'intensification urbaine vient remplacer l'approche des paramètres de densité du plan d'urbanisme adopté en 2004. Donc, l'objectif de ce soir, c'est notamment d'utiliser cet exemple parce qu'on sait que c'est une transformation importante ou un changement important entre les deux documents de planification. Pour ce qui est de l'approche d'intensification urbaine au niveau du chapitre de vision, donc dans un premier temps, vous allez être en mesure de pouvoir prendre connaissance des grandes ambitions qui sont présentées dans la vision d'avenir 2050, notamment comment l'approche d'intensification urbaine est mise au service de la qualité des milieux de vie. Donc, comment on souhaite, à travers l'intensification, miser sur la création et la bonification de nos milieux de vie pour qu'ils soient toujours dans le chapitre de vision. Vous allez retrouver également des encadrés qui permettent de définir des concepts clés. Par exemple, ce que vous avez à droite qui est la forme urbaine. Donc, qu'est-ce que la forme urbaine? C'est notamment la trame urbaine, le cadre bâti, également la répartition entre le bâti et les différentes fonctions urbaines. Lorsque vous allez tomber au chapitre 2, ce qui s'appelle la stratégie montréalaise, donc vous allez notamment avoir l'orientation qui précise l'approche d'intensification urbaine. Dans ce cas-ci, c'est l'orientation 2 qui s'intitule « Moduler l'intensification urbaine afin d'en maximiser l'éco-bénéfice ». Vous allez, comme il a été présenté un peu plus tôt, également retrouver les objectifs qui permettent de réaliser cette orientation, donc qui précisent l'orientation. Vous avez ici un exemple, donc comment on souhaite accompagner l'intensification urbaine d'une amélioration de la qualité du cadre de vie au bénéfice de l'ensemble des communautés. Toujours dans le chapitre 2, vous allez également, tout comme dans le chapitre 1, retrouver des encadrés qui permettent de détailler l'application de l'approche d'intensification urbaine. Notamment, dans ce cas-ci, vous allez retrouver un encadré qui abordera les 3 niveaux d'intensification, le niveau doux, le niveau intermédiaire et le niveau élevé. Vous allez également retrouver des schémas explicatifs qui permettent de résumer ou d'expliquer différemment l'approche qui est proposée. Dans ce cas-ci, vous allez avoir le schéma de caractérisation des milieux de vie qui doivent être pris en compte dans l'approche de planification,
l'approche de planification d'intensification urbaine et les bénéfices collectifs qui y sont associés. C'est-à-dire que dans l'image que vous retrouvez, vous avez à gauche les éléments ou les strates dont on doit tenir compte pour pouvoir caractériser les milieux, c'est-à-dire le réseau de transport collectif existant ou projeté, les différentes ressources de la vie quotidienne auxquelles la population a accès, la morphologie urbaine, mais également le patrimoine et le paysage, donc les éléments significatifs qui se retrouvent à l'intérieur d'un secteur. À droite, vous avez également les bénéfices qui sont recherchés par la transformation. Vous avez notamment une bonification de l'offre résidentielle en termes de diversité. Vous avez également l'offre d'équipements collectifs, le patrimoine et le paysage, la bonification de la performance environnementale, notamment des bâtiments, mais également des infrastructures, et finalement la biodiversité et le verdissement. Vous allez également retrouver des cartes qui permettent de spatialiser les 3 niveaux d'intensification urbaine sur le territoire. Donc, dans l'encadré où on avait chacun des niveaux, vous allez retrouver ces niveaux au niveau de la cartographie. Finalement, vous allez également avoir des illustrations qui présentent des exemples d'application des 3 niveaux d'intensification à l'échelle d'un quartier. Vous avez ici un exemple d'illustration pour l'intensification intermédiaire. Si on regarde maintenant la traduction de l'intensification urbaine au niveau des territoires emblématiques, comme on l'a dit un peu plus tôt, les territoires emblématiques sont des territoires avec des particularités significatives qui nécessitent une attention particulière. Donc, vous allez retrouver, par exemple, dans le cas du Mont-Royal, un portrait du territoire avec ses particularités, ses enjeux qui le caractérisent, qui deviennent des référents pour ce qui est de l'approche d'intensification. Vous allez retrouver, comme l'image à droite, donc des objectifs de planification qui permettent notamment, en lien avec l'intensification, de reconduire la notion de capacité limite de la montagne. Vous allez également retrouver des cartes qui permettent de délimiter le site patrimonial du Mont-Royal où vont s'appliquer les objectifs et les interventions. Si on passe maintenant au chapitre 4, toujours avec notre exemple d'intensification urbaine, vous allez retrouver la carte générale qui localise tous les secteurs d'opportunité, notamment par grandes zones géographiques. Vous allez, comme mentionné un peu plus tôt, également retrouver une fiche synthèse par secteur d'opportunité qui permet d'identifier les secteurs d'opportunité résidentiels ou mixtes qui font l'objet de niveaux d'intensification différents selon le contexte et le potentiel des milieux. Au niveau du chapitre 5 qui concerne les affectations du sol, encore une fois, un lien avec l'intensification urbaine. Donc, l'intensification urbaine s'applique dans les affectations résidentielles et mixtes uniquement. Donc, ça vous permet également de faire le lien entre l'affectation et l'approche d'intensification urbaine. Dans le cadre du chapitre 5, vous allez également retrouver une description de chacune des affectations du sol, des composantes qui y sont autorisées et des critères qui y sont applicables. Vous allez donc pouvoir, à travers cette structure, pouvoir identifier les critères de mixité et de cohabitation des usages dans les affectations résidentielles et mixtes qui visent l'intensification, les secteurs d'intensification urbaine. Le document complémentaire, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, ce sera la traduction, comment le tout devra se traduire au niveau de la réglementation des arrondissements. C'est donc un chapitre crucial pour ce qui est de la traduction entre une approche et la réglementation. Dans un premier temps, vous allez notamment retrouver des définitions qui ont une portée légale et qui devront être harmonisées au niveau de la réglementation des 19 arrondissements. Un exemple qu'on peut donner, c'est au niveau de la densité nette. Donc, l'objectif est de s'assurer que tous les règlements appliquent la densité nette de la même manière au sein de sa réglementation, pour faciliter, notamment au niveau des promoteurs, de s'assurer de voir une même définition ou une même application selon leur projet et la localisation de leur projet. C'est également des règles et des critères qui permettent de traduire l'approche d'intensification au niveau des 3 niveaux, au niveau de la réglementation. Donc, la mécanique à travers laquelle les arrondissements devront passer de manière à pouvoir traduire le tout en mesures réglementaires.
Afin d'aider tout le monde, il y a également des illustrations techniques qui sont proposées de manière à faciliter la compréhension des mesures, des dispositions réglementaires qui sont proposées. Vous allez retrouver notamment au niveau de la largeur des voies de rue une application sur la hauteur des bâtiments ou comment définir la hauteur lorsqu'on est dans un contexte, dans une rue où on a des hauteurs de bâtiments qui sont différents. Finalement, au niveau du chapitre 7 qui concerne la mise en œuvre, l'objectif est bien sûr d'identifier des mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de l'orientation 2, mais également des territoires emblématiques et des secteurs d'opportunité. À l'intérieur des annexes et du glossaire, vous allez encore une fois retrouver des définitions de manière à faciliter une compréhension commune de la terminologie qui est utilisée. Vous allez également avoir les cartes d'agrandissement mentionnées par arrondissement de manière à faciliter la lecture des secteurs. Et également, vous allez y retrouver les cibles qui précisent les orientations portant sur l'approche d'intensification pour l'horizon 2050 et des étapes intermédiaires, notamment 2030 et 2040. En guise de conclusion, on souhaitait surtout venir souligner l'apport de la révision, donc les différences entre le plan d'urbanisme de 2004 et le projet de plan d'urbanisme et de mobilité. Notamment, l'apport, c'est de venir cibler la carboneutralité pour 2050, de se donner les moyens pour atteindre cette carboneutralité. C'est également une planification de l'évolution de la forme urbaine, plutôt qu'un encadrement strict par des paramètres de densité auxquels on est si familier depuis les 20 dernières années. C'est également une occasion de passer d'une planification globale qui inclut des secteurs d'opportunité dans une vision de l'ensemble du territoire, plutôt que par des chapitres d'arrondissement. C'est également une bonification de l'approche de mise en valeur du patrimoine et du paysage, composante importante du plan d'urbanisme de 2004, mais pour lequel on propose de continuer à miser sur cette approche, mais avec des bonifications pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés au cours des prochaines années. C'est également une planification détaillée de la mobilité qui inclut maintenant les modes actifs, collectifs, partagés, l'électrification et la logistique urbaine, pour ne mentionner que ceux-ci. Et finalement, c'est également de se munir de mesures et de cibles pour guider les plans d'action, le suivi et la révision du document dans une vision de 2050. Ceci conclut la présentation pour ce soir. Merci beaucoup, Madame Lépine. Nous passons maintenant à la période de questions. Vous pouvez poser 2 questions. Pour ce faire, les personnes dans la salle doivent s'inscrire au registre qui se trouve à l'accueil, juste à l'entrée, à l'extérieur de cette salle. Si vous avez plus de 2 questions, vous devez vous réinscrire au registre. Le registre devrait normalement être ouvert au plus tard jusqu'à 21h30. Je vous aviserai 10 minutes avant sa fermeture. Dans le cas où les représentants de la Ville ne seraient pas en mesure de répondre sur place à l'une ou l'autre des questions, ils le feront par écrit dans les prochains jours. Leurs réponses seront déposées au dossier de documentation de la consultation. Par ailleurs, point très important, je vous demande de limiter les préambules à ce qui est strictement indispensable pour la compréhension de vos questions. Pour ceux qui nous suivent en ligne et en direct, je vous invite à nous communiquer vos questions par écrit à l'adresse que vous voyez à l'écran, questions@ocpm.qc.ca. Les réponses à vos questions seront déposées sur notre site dans les prochains jours. Finalement, nous allons privilégier ce soir les questions de compréhension générale sur le projet de plan d'urbanisme et de mobilité. Si vous avez déjà des questions plus pointues, nous aurons l'occasion d'y répondre à la séance du 5 septembre. Et souvenez-vous que nous ne sommes pas ici pour débattre ou pour vous convaincre et qu'aucune violence verbale n'est acceptable. Si cela devait arriver, les techniciens de la régie fermeraient tout simplement le micro. Alors, une première question? Oui, Madame la Présidente. Alors, nous avons une personne qui a posé, qui s'est inscrite au registre. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez aller vous enregistrer tout de suite.
Et nous allons d'abord commencer. J'invite M. Ron Rayside à bien vouloir se diriger au micro pour poser la première question à Madame la Présidente. Bonsoir et bienvenue. Mais, bonsoir. Bien content de vous voir. Peut-être ma question est simple, mais un mini préalable. Ça veut dire que je félicite quand même la Ville. Ce n'est même pas un plan, c'est une œuvre majeure de redéfinition de la Ville avec beaucoup des aspects fascinants et intéressants en fixant la barre assez haute. Et on a beaucoup au bureau qui sont en train de lire avec attention. On est 3 ici ce soir, on prend ça très au sérieux. Et ma question, c'est plus pour le processus. On m'a déjà dit que la réponse serait non, mais je vais poser pareil la question. Et la question est autant à l'Office qu'à la Ville, tout le processus de consultation pour un document quand même qui fait 1200 pages est assez... Avec les annexes. Oui, je n'ai pas compté les annexes, oui. Mais comme j'ai dit ce matin, je n'ai pas lu toutes les pages, mais j'ai vu toutes les pages, ce qui est une autre notion. Mais c'est le délai, pas nécessairement pour le forum, puis je comprends les contraintes de la Ville, les contraintes de l'acceptation finale de la Ville, et le temps que l'Office prend pour faire les recommandations. Mais ma demande, puis vous n'avez pas besoin de répondre, c'est juste d'enregistrer la demande, d'étirer au moins la fin, le dépôt des mémoires, de faire un peu un élastique créatif pour la fin de le processus pour les mémoires, pour donner la chance. Nous-mêmes, on va être impliqués dans beaucoup de processus de réflexion. Puis l'été, c'est une période difficile. Le septembre, c'est semi-difficile, mais c'est un peu une extension entrée vers le mois d'octobre. Un minimum de souplesse ou un peu de nuance. Est-ce que j'ai fait la demande autant de l'Office parce que c'est vous qui gérez le processus, mais aussi indirectement à la Ville. La Ville m'a déjà dit non, c'est pas possible, mais je vous pose la question. Vous savez, quand un dit non, on vire les questions dans l'autre sens. Okay? Comme je dis, j'attends pas une réponse, mais c'est juste un cri de quelque chose par rapport à l'ampleur du document, puis à la limite, pas la limite, la qualité du document mérite quand même une période un peu plus longue. Comme je dis, je ne demande pas une réponse. Je vais tout simplement vous remercier beaucoup de votre commentaire et de votre intérêt envers notre consultation qui est effectivement volumineuse. Et évidemment, malheureusement, nous avons des échéanciers et la Ville s'attend à ce que nous puissions déposer un rapport en janvier prochain. Mais je suis sûre qu'avec toute votre structure et avec l'ensemble de vos partenaires, vous pourrez déposer un mémoire extrêmement intéressant, même si c'est pendant l'été que vous aurez à travailler là-dessus. Et nous serons ravis de vous entendre en septembre. Mais le document nous demande aussi l'agilité dans l'évolution de la Ville. Donc, on vous demande aussi l'agilité. Puis, ça veut dire que je sais que vous ne voulez pas travailler 7 jours par semaine, mais oui, peut-être 6 jours et demi. Non, c'est pas génial. Merci. Merci beaucoup. J'invite Mme Ève Grenier à s'approcher du micro. Merci. Bonsoir et bienvenue, Madame Grenier. Bonsoir. Je représente, par souci de transparence, je suis avec Recycle à Bessar également, mais ma question est tout autre. D'abord, merci de nous recevoir pour lancer cette consultation très importante, puis pour la présentation qui était très claire là, dans les circonstances avec un document aussi volumineux. J'aurais aimé vous entendre un petit peu plus par rapport aux plans locaux d'urbanisme et de mobilité, donc les PLUM, dont j'adore l'acronyme. Et donc, surtout pour clarifier, j'ai donc 2 questions que je poserai en même temps, étant donné qu'elles sont reliées. Surtout la différence, en fait, entre qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans les PLUM par rapport aux PUM qu'on a devant nous. Puis, plus précisément, est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir certains arrondissements qui décideraient d'adopter des paramètres de hauteur ou de densité dans leurs plumes qui seraient différents de ceux de leur réglementation? Voilà, j'espère que ma question est claire. D'accord.
Merci, Madame Grenier. Alors, Monsieur Bourque, donc plume versus plume et hauteur et densité dans les plumes. C'est un exemple, la hauteur et la densité, mais plus qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans les plumes versus la réglementation versus le plume. Parfait. Donc, au-delà de vous inviter à lire le chapitre 7, dans lequel on expose nos attentes au niveau des plumes, qui vont donner l'objectif des plumes, puis Caroline va pouvoir répondre plus au niveau du détail, les hauteurs, densité, réglementation versus plumes. Mais l'objectif des plumes, c'est qu'il y ait un outil au niveau des arrondissements pour faire une planification plus locale au niveau de la mobilité et de l'urbanisme. Par contre, ça ne vient pas se remplacer la réglementation. Je vais laisser Caroline compléter. Je vais prendre chacune des portions de votre question. Donc, au niveau des attentes du contenu, donc les plans locaux d'urbanisme et de mobilité, l'objectif est de permettre aux conseils d'arrondissement, selon les orientations du plan d'urbanisme et de mobilité, de dire comment ils souhaitent contribuer à la réalisation de cette vision. Donc, l'objectif est vraiment d'identifier des actions et non pas du contenu de plan d'urbanisme. Il faut comprendre que le plan d'urbanisme est une compétence partagée entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement. Donc, si les arrondissements voulaient se doter ou modifier des éléments du plan d'urbanisme, il faudrait qu'ils le fassent dans le plan d'urbanisme et pas dans les plans locaux. J'ajouterai à cet élément que le plan d'urbanisme a été élaboré avec la participation des arrondissements et donc il devrait retrouver à l'intérieur du projet de plan d'urbanisme et de mobilité les éléments qu'ils recherchaient au niveau de la réflexion qu'ils ont à l'heure actuelle de leur territoire. Je compléterai peut-être rapidement en vous référant au chapitre 4, où il y a l'ensemble des 96 secteurs d'opportunité. Puis ça émane des discussions qui ont eu lieu avec les arrondissements pour que les secteurs où il y avait des opportunités, où voulaient agir plus au niveau des paramètres du PU, puis éventuellement l'introduire à la réglementation, donc d'introduire des secteurs d'opportunité dans leur territoire. D'où les 96, parce que chaque arrondissement a ses réalités locales et pourra, dans l'avenir, dans les mises à jour, avoir de nouveaux secteurs d'opportunité, certains qui vont être plus désuets, donc ajoutés aussi au chapitre 4. Donc, la réponse à votre question est multiple, mais les arrondissements vont avoir plusieurs façons là, justement d'aborder soit la planification locale en termes de mobilité, mais s'ils souhaitent aussi le faire, mettre des paramètres réglementaires au niveau du PUM. Est-ce que ça répond à votre question? J'aimerais compléter un petit peu. Caroline, tantôt, vous a présenté qu'il y avait des mesures qui découlaient des objectifs. Dans les mesures, il y a une part qui est réglementaire avec des dispositions, mais il y a aussi une part qui sont des actions. On a toutes sortes de niveaux de compétences à la ville en termes d'action puis d'investissement. Donc, les arrondissements pourraient choisir à l'intérieur de leurs propres compétences, autres que celles réglementaires, d'avoir un plan d'action, puis ça va se retrouver dans le PLUM. Parfait. Merci. Merci. Pour l'instant, c'est les questions que nous avons. Peut-être que... D'accord, oui. Oui. On peut laisser une dernière chance pour les gens de s'inscrire au registre si vous avez des questions et peut-être que vous, oui. Peut-être que la commission en a quelques-unes. Oui, alors la commission a quelques questions. Je vais commencer avec une. Depuis quelques années, on entend beaucoup, les citoyens entendent beaucoup parler de densification. Alors, dans le projet que vous nous avez présenté, on parle d'intensification. Alors, comment pourriez-vous faire en sorte que le citoyen puisse bien comprendre la différence entre densification et intensification, dans la mesure où densification, dans l'esprit des citoyens, de manière générale, est liée à des tours, à des hauteurs, à des étages. Alors, comment est-ce que vous pourriez vous assurer que les citoyens comprennent bien les différences et ou les similitudes? Mais peut-être un élément qui est important, une des grandes différences dans l'approche du PUM qui est proposée, c'est que le PU 2004 gérait le territoire, la forme urbaine, par des paramètres maximales de densité et de hauteur. L'approche qu'on propose, c'est une approche d'intensification. On ne vient pas limiter dans une certaine mesure les paramètres. On vient tenir compte du cadre bâti existant et dans une quelque sorte adopter des formules selon l'intensification douce,
l'intensification intermédiaire et l'intensification élevée. Donc, on tient compte du cadre bâti existant pour appliquer une forme d'intensification. Donc, c'est quand même plus technique comme réponse, mais au-delà de ça, c'est vraiment via la forme urbaine qu'on va travailler le territoire, plus qu'à travers des paramètres bruts de densité où on remplit le moule au maximum. On demande maintenant d'avoir une approche qui tient compte du cadre bâti existant, quel que soit le niveau d'intensification. Si je peux me permettre de rajouter quelques éléments. Donc, au niveau, l'objectif était notamment d'avoir un changement sur la vision de la forme urbaine que nous avions entre le plan d'urbanisme de 2004 et le plan d'urbanisme et de mobilité. C'est-à-dire que l'intensification, ce n'est pas uniquement des paramètres de densité, c'était un moyen de mise en œuvre, si je peux dire, au niveau du plan d'urbanisme 2004. Donc, c'est un élément très, très précis. On vient ramener à un autre niveau la vision que nous avons de la forme urbaine et de la transformation de notre ville. C'est-à-dire que l'intensification, c'est au niveau de la transformation, d'optimiser l'occupation du sol, pas uniquement en voyant l'occupation comme remplir avec des boîtes, avec des paramètres de densité. C'est également de voir comment cette transformation permet d'aller chercher des co-bénéfices, comme ça a été présenté un peu plus tôt là, dans la démonstration à travers les différents chapitres. Donc, c'est de rehausser un peu la vision de la transformation de la ville, pas uniquement en termes de cadre bâti, mais également de l'ensemble de l'occupation du territoire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mme Caro? En fait, à l'intérieur du PUM, vous allez trouver des seuils minimaux de logement à l'hectare plutôt que de trouver des maximums. Donc, on n'est pas dans la contrainte, mais on est dans un objectif où, en réponse, en fait, comme mesure de transition écologique, on croit que la compacité ou l'occupation de quartiers plus denses et plus mixtes va nous aider à justement limiter les impacts sur l'environnement, à créer des milieux, à préserver des milieux, des espaces verts de qualité. Donc, cette notion d'intensification-là vient aussi avec la proximité, la compacité souhaitée dans les quartiers. D'accord. Lise, je crois. Est-ce que vous avez... Oui, c'est bon. Oui, parfait. Oui, à la lecture de votre document, vous abordez beaucoup la question du sentiment de sécurité relié à la mobilité, donc sous l'angle de la mobilité. Et moi, je me pose la question si vous traitez le sentiment de sécurité sous un autre aspect dans le cadre du PUM. Je pense à l'intégrité physique. On entend parler depuis quelques semaines d'insécurité dans certains arrondissements. Est-ce que vous traitez de ça dans votre PUM? De façon générale, la sécurité est traitée sur différents niveaux dans l'ensemble du document. C'est sûr que la sécurité en termes de mobilité, la Ville est toujours engagée dans sa vision zéro. Donc, il y a différentes mesures, objectifs dans le PUM que vous allez retrouver qui poussent vers une meilleure sécurité au niveau des déplacements. Et ça fait partie d'une des dimensions au niveau sécurité qui est abordée, évidemment. Peut-être un élément qu'on peut ajouter, c'est également l'approche d'accessibilité universelle, l'approche également d'ADS+, qui permet de considérer l'ensemble de la population en termes d'aménagement et d'intervention sur le territoire, ce qui, bien que on peut davantage le rattacher à l'équité, peut-être, vient également, je pense, aborder la question de sécurité, peut-être au niveau de l'intégrité à laquelle vous faites référence. Non, ça va. Merci. Bon. On a une question de la salle, je crois. Oui, j'invite Martine Savard à s'avancer au micro. Bonsoir, madame, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, en fait, je n'ai pas du tout regardé le plan d'urbanisme qui semble, comme on dit, très volumineux. Après M. Rayside, plus de 1000 pages excluant les annexes. Mais je me demande si le plan d'urbanisme intègre certains éléments d'économie reliés à l'économie circulaire,
c'est-à-dire en lien avec la gestion des matériaux de construction, rénovation, démolition. Cet aspect-là peut avoir un impact important aussi sur les objectifs de carboneutralité et aussi sur la caractérisation des quartiers. Si on emploie certaines mesures incitatives pour, enfin, en lien avec le patrimoine, le caractère des quartiers, si on a des mesures qui incitent le réemploi, par exemple, de certains matériaux dans les quartiers ou la conservation ou décourager la démolition pure et simple de certains éléments. Et ça, c'est pas nécessairement dans le... Je sais que la caractérisation du patrimoine est faite selon certains critères, selon le ministère des Affaires culturelles et tout, mais on peut avoir une approche beaucoup plus large concernant le patrimoine et la conservation des matériaux de construction, rénovation, démolition. Je me demande si on a intégré certains éléments de ça. Bien, merci. Alors, est-ce qu'on a une orientation qui se préoccupe des préoccupations de Mme Savard? Bien, tout à fait. Donc, il y a des objectifs, des orientations spécifiques là-dessus. Avant de laisser Caroline plus préciser, je tiens à le mentionner que c'est une dimension qui est apportée au niveau du PUM. Il y a deux éléments que vous avez amenés, c'est l'importance de considérer un bâtiment au niveau de son patrimoine, mais aussi de sa valeur comme bâtiment. Avant d'aborder notamment un projet de démolition, de considérer qu'un bâtiment qui est existant est toujours mieux qu'un bâtiment qu'on va démolir. Et aussi, on a des objectifs directement reliés à la récupération des résidus. Je vais laisser Caroline compléter. Oui, donc lorsque vous allez consulter le plan d'urbanisme, le projet de plan d'urbanisme et de mobilité, vous allez voir deux éléments de contenu liés avec l'économie circulaire, c'est-à-dire des éléments au niveau de l'orientation sur le développement économique, donc comment développer cette économie circulaire au sein de la Ville de Montréal, et également au niveau de la performance environnementale, donc comment réutiliser des matériaux à l'intérieur de notre cadre bâti, des constructions, des rénovations, de la démolition. Donc, vous allez le retrouver à ces deux endroits. Vous allez retrouver, bien sûr, au niveau des orientations dans le chapitre 2, mais également, on se dote d'une cible liée à l'économie circulaire également, de manière à s'assurer que tous les bâtiments dans un futur intègrent des matériaux qui seraient, par exemple, recyclés. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Savard? Aviez-vous une deuxième question? C'est bon, merci. Caroline? Alors, Madame Savard était notre dernière question. J'aimerais vous aviser que nous allons fermer le registre dans une dizaine de minutes et je vous laisse poursuivre la soirée. D'accord. Nous avons encore quelques questions. Alors, Christian? Oui, mais merci, Madame la Présidente. Je trouvais votre question, la deuxième question d'intervenante dans la salle, intéressante. Alors, j'aimerais peut-être aller un petit peu plus loin dans cette direction-là. On comprend que l'élaboration des plans locaux vont devoir tenir compte d'un certain nombre de principes directeurs. On parle aussi d'outils de planification à une échelle plus locale. Comment on va, pour bien comprendre, s'assurer que nos arrondissements vont atteindre une perspective ou une vision 2050? Comment on va s'assurer de ça? Excellent. Bien, on travaille en collaboration avec les arrondissements. Évidemment, ce ne sont pas nos arrondissements. On a chacun des compétences qui sont partagées. Et première réponse, la plus, je pense, la plus... pas claire, mais la plus directe, c'est comme le mentionnait Caroline, le chapitre 6, au niveau du document complémentaire, il y aura des concordances exigées au niveau des règlements des arrondissements. Donc, les arrondissements devront, dans une période de 6 mois, suivant l'adoption du projet final au conseil municipal, procéder à leur concordance réglementaire. Donc, il faudra, par exemple, je vais prendre l'exemple d'intensification qu'on a utilisé lors de la présentation au niveau des intensifications élevées, démontrer que la forme urbaine qui est proposée par le règlement au niveau des hauteurs, des densités, fait en sorte qu'on puisse atteindre les seuils minimaux en termes de densité de logement à l'hectare. Donc, pour s'assurer que si un projet est reçu au niveau réglementaire, plusieurs projets à travers le temps
au fil du temps, bien, au bout du temps, bien, qu'on ait atteint les seuils minimaux de densité. Ça va de soi avec l'ensemble des dispositions réglementaires qui vont être présentes au document complémentaire, au chapitre 6, et c'est une des façons. Évidemment, une autre des façons, c'est de poursuivre notre travail en collaboration avec les arrondissements. Les plumes aussi vont être dotées des critères minimaux, donc il va falloir qu'il y ait une certaine cohérence avec les mesures qui sont présentes dans le PUM. Et on souhaite aussi poursuivre, comme je le mentionnais, la collaboration avec les arrondissements, comme on l'a fait pendant toute l'élaboration du projet. J'aimerais compléter aussi sur l'aspect des cibles. On s'est donné des cibles et il y a eu dans le chapitre 7, si je ne me trompe pas, la reddition qui est prévue. Donc, on va développer avec les arrondissements, on va s'entendre sur des indicateurs pour suivre ces cibles-là qui correspondent aux orientations qui sont nommées aux 10 orientations. Alors, je vais poursuivre avec cette question, mais alors, la concordance arrondissement versus ville-centre versus plume versus PUM, je peux la comprendre. Qu'en est-il des villes liées maintenant? Par exemple, Westmount, Côte-Saint-Luc ou plein d'autres villes. Comment ça va fonctionner? Donc, on va vous référer peut-être au schéma qui était dans la présentation des poupées russes. Le plan d'urbanisme et de mobilité s'applique au territoire de la ville de Montréal. Les villes liées sont liées par le schéma d'aménagement qui est le niveau suivant. Donc, elles font leur propre plan d'urbanisme et c'est à travers la concordance au schéma qui doivent. Donc, le PUM ne s'applique pas aux villes liées. Par contre, on a une grande ambition au niveau du réseau de transport et de mobilité. On porte une vision qui transcende les villes liées. Donc, c'est évident que ces projets-là se travaillent au niveau des compétences d'agglomération et avec les organismes qui sont compétents, dont l'ARTM. Donc, le PUM ne s'applique pas aux villes liées. Bien sûr, bien sûr. Et jusqu'à maintenant, vous avez dit, je vais pousser encore un petit peu plus loin, vous avez dit jusqu'à maintenant que vous aviez une collaboration extrêmement intéressante et positive avec les arrondissements. Qu'en est-il avec les villes liées? Parce qu'elles ne peuvent pas être ignorées et elles ne peuvent pas ignorer ce que vous faites non plus. Bien, tout à fait, à l'instar du travail de collaboration important qu'on mène avec les arrondissements. On crée les liens de collaboration avec les villes liées sur le territoire. Je peux donner un exemple concret. On aime les exemples. Le quartier Namur-Hippodrome, qui est un des grands projets stratégiques de l'administration, qui fait partie d'un des grands secteurs d'opportunité. Évidemment, et travailler avec nos voisins de Côte-Saint-Luc et de Ville-Mont-Royal. On doit faire des liens nécessaires. Par contre, nous sommes chacun maîtres de notre planification dans les villes qui sont concernées. Mais on a des rencontres, que ce soit à travers des comités directeurs, des comités de gouvernance, la mise en place de tables de concertation, notamment pour Namur de la Savane, avec le projet Royal-Mont. Il y a des gouvernances qui ont été posées là, pour s'assurer qu'on ait les canaux de communication ouverts, là, si je peux m'exprimer ainsi. Merci. Lise, oui, question peut-être une autre question. Merci. Dans vos textes, excusez-moi, dans vos textes, là, vous avez beaucoup l'idée, vous apportez l'idée de confort. Quelle définition vous en donnez? Qu'est-ce que vous entendez par le confort? Ça peut s'appliquer à différents niveaux. Est-ce que vous avez des exemples peut-être à nous donner? On réfère beaucoup à l'échelle humaine. Ça va dans cette notion-là, se sentir. On réfère aussi à l'expérience renouvelée, l'expérience urbaine renouvelée. Donc, on est vraiment comment l'humain se sent à l'intérieur de nos aménagements. Donc, c'est ce confort-là qu'on recherche. C'est un confort, oui, individuel, mais beaucoup collectif aussi. Donc, la cohabitation, toutes ces notions-là que vous mentionniez tout à l'heure. Donc, à la fois, tantôt, quand vous parliez de sécurité,
et le confort, ça va ensemble. C'est tout l'agrément d'être présent sur place puis de se sentir bien, donc le bien-être. On est vraiment dans une notion là, d'approche de santé publique, collective, au sens où il fait bon vivre. Là, je cherche les mots les plus simples, là, comme ce sentiment-là de convivialité de la ville, en fait, aussi. Donc, le confort est là, et comme Caroline l'a mentionné tantôt, avec l'approche intersectionnelle, qui a l'approche ADS+, qui inclut l'ensemble, une approche où on inclut une série de vulnérabilités qui peuvent être cumulées par une seule personne, bien, on a une préoccupation vraiment transversale justement de cette notion de confort-là, où on dépasse uniquement le confort du citoyen moyen qui a toutes ces aptitudes, mais on va vers ceux aussi qui ont plus de vulnérabilité pour qu'ils ressentent le même niveau de confort. Oui. Petit complément, mais Lucie m'a volé mon complément, mais par rapport à l'ADS+, le confort est relatif d'une personne à une autre, donc il faut considérer l'ensemble des personnes, Lucie l'a bien dit, l'ensemble des vulnérabilités. Puis qu'est-ce que je voulais mentionner, c'est qu'on considère aussi que Montréal est une ville qui vit sur 4 saisons, donc le confort aussi peut évoluer dans le temps selon les saisons, selon les personnes, les quartiers. Donc, la ville forme de plus en plus d'agents multiplicateurs ADS+, donc c'est une approche vraiment qui est de plus en plus globale dans l'ensemble de nos projets que nous portons. Madame Dauteuil, avons-nous d'autres questions? Non. Non. Est-ce que tu en avais une dernière question? Non, moi ça va, bon. Merci. Alors, donc, cette soirée de lancement est maintenant terminée. Je remercie les représentants de la Ville, bien sûr, et vous souligne que les informations communiquées ce soir sont déjà disponibles sur notre site Internet ou sur le point de l'être. Alors, je rappelle qu'à partir du 19 juin, donc dès demain, vous pouvez nous faire part de vos opinions, notamment en répondant au questionnaire Milieu de vie. Et pour ceux qui souhaitent présenter une opinion devant les commissaires, j'ajoute les précisions suivantes. Les séances d'audition seront organisées à partir du 24 septembre et se dérouleront ici même dans les bureaux de l'OCPM. Pour prendre rendez-vous, vous devrez vous inscrire avant le 20 septembre. Je vous rappelle également qu'il y aura le 5 septembre une nouvelle séance d'information et suivie d'une session de questions-réponses. Alors, au nom de la Commission, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci.